Donald Trump a présenté un plan pour la paix à Gaza, un plan que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou déclare avoir accepté, même si vous allez le voir, il a apporté en réalité plusieurs nuances. Ce plan doit encore être accepté par le Hamas, mais alors que contient-il? Comment expliquer qu'Israël déclare l'accepter alors qu'en parallèle l'armée israélienne poursuit un bombardement destructeur de Gaza? Bref, on va faire un point le plus complet possible sur la situation. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, et c'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour sur YouTube et en podcast audio. C'est donc depuis la Maison Blanche à Washington DC aux États-Unis que Donald Trump a présenté ce lundi à Benjamin Netanyahou son plan en 20 points pour la paix à Gaza. Alors que contient exactement ce plan? Je vous propose de commencer par ça, comme ça on sait exactement de quoi on parle. Déjà, l'un des principaux points indique que si Israël et le Hamas acceptent ce plan, eh bien, je cite les mots ici du plan, la guerre s'achèvera immédiatement et les opérations militaires israéliennes, y compris donc les bombardements massifs auxquels on assiste ces derniers jours, devront cesser dans la bande de Gaza. Une fois le cessez-le-feu qui est mis en place, le Hamas disposerait de 72 heures pour restituer tous les otages israéliens, qu'ils soient morts ou vivants. Selon Israël, sur les 251 personnes kidnappées le 7 octobre 2023, 47 sont encore détenues, dont une vingtaine seraient vivantes. En contrepartie, Israël devrait libérer 250 détenus palestiniens qui ont été condamnés en Israël à perpétuité et 1700 Palestiniens qui sont détenus depuis les massacres du 7 octobre, le tout sans calendrier précis qui a été annoncé. L'autre point important, il concerne la question de la gouvernance du territoire de Gaza, donc qui va gouverner à Gaza. Selon le plan qui est énoncé par Donald Trump, le territoire palestinien devrait être gouverné par une autorité transitoire temporaire d'un comité palestinien apolitique, un comité dont le Hamas serait exclu. Ce comité, il serait placé sous la supervision d'un comité de la paix composé de Palestiniens et d'experts internationaux et présidé donc par les États-Unis, avec aussi un rôle qui serait donné à Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique. L'idée, toujours selon le plan de Donald Trump, serait que ce conseil gouverne à Gaza pendant sa reconstruction jusqu'à ce qu'il soit jugé que l'autorité palestinienne soit suffisamment réformée pour Donald Trump pour qu'il puisse reprendre le pouvoir. Aujourd'hui, l'autorité palestinienne, elle est dirigée par Mahmoud Abbas et l'autorité palestinienne représente officiellement l'État de Palestine dans un certain nombre d'instances internationales. On peut aussi noter que c'est l'autorité palestinienne qui est au pouvoir dans l'autre territoire palestinien. La Cisjordanie, où on en a déjà parlé ces derniers mois, le gouvernement israélien a accéléré une colonisation. On continuera évidemment à suivre la situation. Alors parmi les autres points notables de ce plan, on peut noter le fait que les membres du Hamas qui rendront les armes et accepteront, je cite, une coexistence pacifique avec Israël seront amnistiés. Autrement dit donc, ceux qui acceptent tout cela ne seront pas condamnés pour leurs actes. Concernant les civils palestiniens, le texte et le plan de Donald Trump précisent officiellement que, je cite, personne ne sera forcé de quitter Gaza et ceux qui souhaitent partir seront libres de le faire et de revenir. Sur le papier donc, et je dis bien sur le papier et en théorie, ce plan de Donald Trump, il semble écarter les plans de certains ministres d'extrême droite du gouvernement de Netanyahou, avec, on en a déjà parlé, des menaces de déplacement forcé. Mais c'est donc aussi d'une certaine façon un plan qui contredit le plan initial de Trump. Trump qui il y a encore quelques mois évoquait notamment un départ des Palestiniens et une French Riviera à Gaza qui serait construit avec, vous vous en souvenez très probablement, cette vidéo qui avait été diffusée avec une image de Gaza générée par intelligence artificielle avec Trump et Netanyahou qu'on retrouvait sur la plage, une vidéo qui avait fortement choqué il y a quelques mois. Autre élément dans ce plan de Donald Trump, l'aide humanitaire vers la bande de Gaza devra affluer, je cite, sans interférence des deux parties par l'intermédiaire des Nations Unies, de ses agences et du Croissant Rouge. Pour rappel, plus de 66 000 Palestiniens ont été tués par Israël depuis octobre 2023, selon le ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas, un chiffre jugé largement fiable, voire sous-estimé par de très nombreuses ONG qui sont sur le terrain. Par ailleurs, la situation humanitaire sur place est catastrophique, la famine notamment fait chaque jour de nouvelles victimes. Selon les autorités sur place, à ce jour, 453 personnes ont été tuées de faim dans l'enclave, dont près de 150 enfants. Autre point très important à noter, et y compris pour la suite que je vais vous expliquer, aucune date précise n'a été donnée concernant le retrait des troupes israéliennes qui occupent aujourd'hui une partie importante de la bande de Gaza et qui continue à progresser encore là en ce début de semaine au sein du territoire palestinien. Et d'ailleurs, ce mardi, on peut noter que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé que l'armée israélienne restera dans la majeure partie de Gaza, ce qui semble donc aller à l'encontre ici du plan présenté par Trump. À noter par ailleurs
ailleurs que ce plan de cessez-le-feu, il n'écarte pas totalement, en théorie en tout cas, la création d'un État palestinien, même si ça ne semble pas être une priorité pour les États-Unis. Et surtout, Netanyahou a affirmé dans une vidéo publiée sur Telegram que le principe de reconnaissance de la Palestine n'est pas écrit dans l'accord. Le document n'évoque pas non plus l'avenir de la Cisjordanie occupée, qui est donc un territoire palestinien qui continue d'être illégalement colonisé par Israël selon l'Organisation des Nations Unies. Bref, on en reparle dans un instant, mais il y a clairement des zones encore floues sur la question de la présence de l'armée israélienne sur le territoire, ou encore sur la question donc de la reconnaissance potentielle d'un État palestinien. Alors maintenant, comment est-ce que ce plan a été accueilli? On va essayer d'analyser tout ça rapidement. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le Premier ministre israélien a déclaré donc soutenir ce plan pour, je cite, mettre fin à la guerre à Gaza et qui nous permet, je cite toujours, d'atteindre selon lui ses plans de guerre. Cela dit donc, il a apporté un certain nombre de nuances. Il a aussi affirmé que si le Hamas refusait ce plan ou qu'il faisait en sorte de le bloquer, Israël, je cite, allait finir le travail dans la bande de Gaza. De son côté, le président américain a assuré à Netanyahou qu'il aurait son soutien total à Gaza si le Hamas rejetait le plan. En tout cas, ce plan il a été salué par plusieurs pays européens, que ce soit la France ou encore l'Italie. Il y a aussi des pays arabes comme l'Arabie Saoudite, l'Égypte ou encore la Jordanie. Du côté européen, on peut citer même l'Espagne qui est l'un des rares pays européens à évoquer un génocide à Gaza. L'Espagne qui a aussi soutenu globalement ce plan. L'autorité palestinienne a aussi mis en avant, je cite, les efforts sincères et déterminés de Donald Trump selon eux. L'Organisation des Nations Unies de son côté, à travers la voix du secrétaire général Antonio Guterres, a appelé toutes les parties à accepter la proposition de Donald Trump. Alors c'est un plan qui a été remis par le Qatar et par l'Égypte aux négociateurs du Hamas, le Hamas qui a promis d'examiner le plan de manière responsable. À noter, et c'est un élément important qui est tombé là mardi après-midi, que Trump donnait 3 à 4 jours au Hamas pour répondre. Autrement dit, on verra ce qu'il en est très rapidement. Maintenant, justement, une fois qu'on sait tout ça, il n'est pas certain aujourd'hui que le Hamas accepte ce plan, puisqu'il inclut des mesures que le Hamas a toujours refusées, par exemple son retrait du pouvoir ou encore son désarmement. Par ailleurs, pour beaucoup d'experts, le texte actuel présenté par Trump, il ne contient aucun compromis majeur pour Israël. Selon le journal américain du New York Times, il offre même à Benjamin Netanyahou, je cite, une grande partie de ce qu'il souhaite. En fait, selon le Jerusalem Post, qui est un média israélien, quel que soit le contenu, Netanyahou n'avait finalement pas d'autre choix que d'afficher son soutien au plan. Pourquoi? Parce que les États-Unis, c'est l'allié historique et peut-être l'un des derniers alliés puissants du gouvernement israélien. Beaucoup estiment donc que Netanyahou n'avait pas d'autre choix que d'afficher son soutien, même si, on l'a dit, il a mis de nombreux éléments de nuance, notamment sur la question de la présence et du retrait ou non de l'armée israélienne. Des éléments de nuance qui pourraient clairement être des points bloquants dans le cadre des négociations avec le Hamas, surtout que ces derniers mois, la situation était déjà tendue. À Gaza, évidemment, on en parle régulièrement, mais aussi, lorsqu'il y a encore quelques semaines, Israël avait bombardé à Doha, au Qatar, pour tenter de tuer des leaders du Hamas qui étaient en charge des négociations. Bref, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ça reste des phases de négociation et de discussion. Celui-ci fait davantage parler, puisque c'est un plan qui a été établi avec de nombreux points. Mais il faudra voir à quoi ça ressemble dans les 3 ou 4 jours donc, en fonction de l'avancée des discussions. Évidemment, je vous tiens au courant sur tout ça avec toute l'équipe, que ce soit sur YouTube, en podcast audio, ou alors directement sur Instagram, je pense que vous le savez. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref, et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Le président de Madagascar, Andry Rajoelina, a annoncé ce lundi qu'il renvoyait tout son gouvernement après plusieurs jours de manifestations qui ont fait au moins 22 morts dans le pays. Depuis jeudi dernier, des manifestations ont lieu dans tout le pays pour protester contre les coupures d'eau et d'électricité incessantes et la corruption du gouvernement. À l'origine de ces manifestations, il y a un appel du collectif Gen Z Madagascar sur les réseaux sociaux qui rassemble des jeunes nés entre la fin des années 90 et le début des années 2010. Ce sont eux qui ont organisé et coordonné les rassemblements dans plusieurs villes du pays. Le collectif Gen Z Madagascar a réagi à l'annonce du président malgache et s'est dit grandement déçu. Il lui reproche de ne pas assumer la responsabilité des violences commises par les forces de l'ordre, demande sa démission et appelle à poursuivre la mobilisation jusqu'à ce que leurs revendications soient entendues. Comme on le disait, 22 personnes sont mortes depuis le début des manifestations et plus d'une centaine ont été blessées selon l'ONU. Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme dénonce une répression non nécessaire et disproportionnée, évoquant l'usage de balles réelles, de gaz lacrymogène et des arrestations arbitraires. Les autorités locales contestent ce bilan. En marge des cortèges, des pillages et des incendies ont aussi éclaté. Deuxième actu, 16 ans après le crash du vol
vol Rio-Paris qui a causé la mort de ses 216 passagers et 12 membres d'équipage, la compagnie Air France et le constructeur Airbus sont jugés en appel pour homicide involontaire depuis ce lundi à Paris. Le 1er juin 2009, le vol AF447 reliant Paris à Rio de Janeiro au Brésil s'était écrasé dans l'Atlantique après avoir été pris dans un orage givrant en pleine nuit. À bord de cet Airbus A330 se trouvaient notamment 72 Français, 58 Brésiliens et une trentaine d'autres personnes de nationalités différentes. La compagnie Air France est accusée de ne pas avoir mis en place une formation de pilote adaptée aux situations de givrage des sondes pitot qui permettent de mesurer la vitesse de l'appareil et d'avoir manqué d'informer correctement ses équipages. De son côté, Airbus est poursuivi pour avoir sous-estimé la gravité des défaillances de ses sondes et de ne pas avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour en informer d'urgence les compagnies aériennes. Airbus et Air France contestent ces accusations. À noter qu'un procès a déjà eu lieu en première instance en 2023, lors duquel les deux entreprises ont été relaxées, car il n'est pas certain selon les juges que les négligences en question aient causé l'accident. Le procès doit durer jusqu'au 27 novembre. Les deux entreprises risquent chacune une amende de 225 000 €. Troisième actu, près de la moitié des étudiants vivraient avec moins de 100 € par mois après avoir payé le loyer et les charges, selon une étude de l'IFOP et de l'association Copain menée sur un échantillon de 800 personnes représentatives de la population étudiante française. Cette situation toucherait en particulier des étudiants isolés ou internationaux qui ne perçoivent pas de bourse. Selon cette étude, un étudiant sur 3 a déjà sauté des repas et 40% des étudiants ont déjà renoncé à chauffer leur logement l'hiver faute de moyens. Pour s'adapter, 70% des étudiants sont obligés d'ajuster leurs achats, de privilégier les produits discount ou de réduire le gaspillage. Parmi les raisons à cette précarité grandissante, l'inflation, donc la hausse générale des prix, et le coût du logement qui a fortement augmenté. À noter que ces difficultés fragilisent aussi la santé mentale et physique des étudiants. La précarité, la fatigue ou encore la solitude représentent un risque réel d'abandon des études. Si vous êtes concerné, on vous met des liens en description. Quatrième actu, en Afghanistan, toutes les communications, c'est-à-dire Internet et les téléphones portables, sont coupés depuis lundi. Ce sont les talibans, un groupe islamiste considéré comme terroriste par de nombreux pays et qui est au pouvoir depuis 2021 dans le pays, qui ont ordonné cette mesure pour, je cite, lutter contre le vice de la population. Début septembre, les talibans avaient déjà bloqué l'accès à Internet haut débit dans plusieurs provinces, mais c'est la première fois que l'ensemble des communications sont coupées dans tout le pays depuis 2021. 9000 pylônes de télécommunications du pays ont été mis hors service dans la nuit du lundi au mardi 30 septembre, et cette coupure devrait durer jusqu'à nouvel ordre, c'est ce qu'a indiqué un responsable des talibans resté anonyme à l'AFP. Depuis leur retour au pouvoir en août 2021, les talibans multiplient les violations des droits humains et impose de sévères restrictions à la population en appliquant une vision très rigoriste de la loi islamique, la charia. Cinquième actu, le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé sur son réseau Truth Social vouloir taxer à 100% les films produits hors des États-Unis. Il estime que l'industrie cinématographique des États-Unis a été, je cite, volée par d'autres pays. On en a parlé sur notre compte Instagram hugodecrypt.québec. Par exemple, en 2023, 75% des films tournés au Canada sont des films produits par des entreprises états-uniennes. Alors pour l'instant, il n'a pas précisé quand ces nouvelles taxes seront appliquées, mais ce n'est pas la première fois que Donald Trump annonce des taxes sur l'industrie du cinéma. En mai dernier, il avait déjà proposé d'instaurer des droits de douane sur les films produits à l'étranger, en pointant du doigt les pays étrangers qui tentent, je cite, d'attirer les cinéastes loin des studios des États-Unis. Les studios et syndicats professionnels avaient réagi en indiquant qu'ils préféreraient plutôt bénéficier d'avantages fiscaux en faveur de la production audiovisuelle américaine. Et enfin, dernière actu, le rappeur français Nekfeu a été placé en garde à vue ce lundi pour viol, agression sexuelle et violence habituelle sur conjoint. Ce lundi matin, l'artiste de 35 ans a été convoqué au commissariat du 15e arrondissement de Paris pour être auditionné. Cette convocation, elle fait suite à une plainte de son ex-compagne déposée le 5 mars dernier pour des faits de viol et de violence selon Libération. Elle aurait fourni des SMS qui démontreraient des comportements violents de la part du rappeur, toujours selon Libération. A noter que Nekfeu a déjà été visé par 3 plaintes ou procédures initiées par son ex-compagne, l'une pour viol, une autre pour harcèlement et une dernière pour violence sur ex-conjoint en présence d'un mineur. Les 3 ont été classés sans suite, faute de preuves suffisantes selon la justice. Le rappeur a toujours clamé son innocence. Il a également engagé plusieurs procédures contre elle pour non-représentation d'enfants entre 2022 et 2024. Son ex-compagne a d'ailleurs été condamnée à 2 mois de prison avec sursis en janvier 2025 pour ce motif. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Alors si vous voulez plus d'informations à l'échelle locale, je pense que vous le savez, mais il y a près d'une semaine maintenant, on a lancé des déclinaisons sur Instagram au Québec, à Lyon et à Marseille. Vous tapez hugodecrypt.québec, hugodecrypt.lyon ou hugodecrypt.marseille directement sur Instagram pour vous informer sur ce qui se passe près de chez vous. Si jamais ça vous plaît, on pourra potentiellement le développer pour d'autres villes. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.